France 24 et RFI présentent Bonjour à tous et à toutes, merci de nous rejoindre pour Ici l'Europe, en cette semaine où l'Europe n'est pas vraiment en vacances. Les institutions sont encore ouvertes et sur le feu, tout comme les capitales. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui un grand Européen, français aussi et surtout savoyard, n'oublions pas. Michel Barnier, bonjour. Bonjour et merci de votre invitation. Vous venez de sortir Ce que j'ai appris de vous aux éditions Calman Lévy. Vous partagez d'ailleurs des instants choisis d'une longue trajectoire politique, de la Savoie à Matignon, en passant par les ministères de l'Environnement, des Affaires étrangères, de l'Agriculture, le Parlement européen, la Commission européenne chargée du marché intérieur, et puis le costume du super négociateur avec le Royaume-Uni sur le Brexit. Votre livre, vous l'avez préparé beaucoup avant de devenir Premier ministre le 5 septembre 2024. Votre gouvernement, je le rappelle, a chuté sur une motion de censure au bout de 3 mois. On va parler de ce destin national. Michel Barnier, toute l'Europe a tremblé dernièrement sur une date butoir, 9 juillet, à laquelle Washington promettait de nous imposer des droits de douane encore supplémentaires, une date repoussée finalement au 1er août, laissant plus de temps à la Commission européenne qui négocie au nom des 27. Donald Trump avait déjà, je le disais, imposé de nouveaux droits de douane aux produits européens, 25% sur les voitures, 50% sur l'acier et l'aluminium. Seuls 4 pays parmi les 27 semblent émus d'une surtaxe de 10% totalement unilatérale. Le Portugal, la Suède, le Luxembourg et finalement notre pays, la France. On est d'accord pour engranger un commerce international déséquilibré ? Non, on n'est pas d'accord. Surtout, on ne comprend pas l'agressivité de M. Trump, qui dit d'ailleurs des choses différentes selon les jours. Donc il ne faut pas passer trop de temps, je pense, à commenter M. Trump et cette agressivité. Il faut être très unis. L'unité, elle ne tombe pas du ciel. Il faut la construire au Conseil des ministres, à la Commission. Je peux en parler à propos du Brexit. Et il faut la cultiver. Il faut trouver une position commune. Mais cette position doit être celle de l'unité des 27 pays de l'Europe et celle d'une grande fermeté. Et que M. Trump sache que s'il nous attaque, nous répondrons. Ce sera lose-lose, comme on dit en anglais, perdant-perdant. Ça sera dommage pour tout le monde, mais ça sera notre réponse. Donc, mais les Allemands et leur industrie automobile hésitent beaucoup quand même à engager un bras de fer trop fort, vous le savez bien. Tout le monde a des intérêts plus ou moins liés, nous pour l'agriculture, le vin, les Allemands pour les voitures, mais quelque part, c'est le marché unique dont nous faisons tous partie, qui est notre bien commun, qui est notre atout le plus important. La seule raison d'ailleurs pour laquelle M. Trump pourra reculer ou trouver un compromis avec nous, c'est que ce marché unique, qui est le plus dynamique du monde, et qui est le principal partenaire des États-Unis, ce marché unique, il est très important pour l'industrie américaine et pour l'économie américaine. Donc c'est notre principal atout, c'est la seule raison pour laquelle, et M. Trump et d'ailleurs le président chinois, nous respectent. Mais est-ce que justement l'attitude soumise un peu des Européens vis-à-vis de Donald Trump, elle ne s'explique pas par notre extrême dépendance pour notre sécurité à travers l'OTAN et pour fournir des armes à l'Ukraine? C'est encore les Américains qui nous aident. Mais non, il y a une incompréhension, parce que les États-Unis, jusqu'à M. Trump, ont toujours soutenu le projet européen. Nous sommes alliés. L'alliance, d'ailleurs, ça ne veut pas dire l'allégeance. Quelquefois, certains ont du mal à le comprendre. Mais nous sommes alliés. Et voilà maintenant un président américain qui menace de laisser tomber l'Ukraine, qui est un pays qui n'est pas dans l'Union, mais qui est dans l'Europe, et qui défend des valeurs qui sont les nôtres, qui défend sa propre intégrité, sa propre souveraineté, attaquée par la Russie, qui nous agresse commercialement. Et donc, quelque part, il y a de l'incompréhension du côté des Européens. En Allemagne notamment, des repères traditionnels sont bousculés. Et nous-mêmes, nous avons des raisons de marquer de la vigilance. M. Trump doit comprendre qu'à court terme, à moyen terme, à long terme, ce n'est pas l'intérêt des États-Unis que de mettre l'Europe comme ça de l'autre côté et de nous oublier, de nous attaquer. Donc je ne vois pas du tout en quoi l'intérêt des États-Unis d'Amérique,
qui restent les États-Unis d'Amérique, quel que soit M. Trump ou l'administration actuelle qui est temporaire. Je ne vois pas l'intérêt des États-Unis de se séparer de l'Union européenne. Nous avons des raisons d'affronter ensemble tous les défis du monde, qu'il s'agisse du changement climatique, qu'il s'agisse de la pauvreté en Afrique, de la lutte contre le terrorisme. Alors le conflit ukrainien plombe aussi les relations entre l'Union européenne et la Chine, qui apporte un soutien presque sans limite à Vladimir Poutine. La Chine a déclaré une nouvelle imposition des cognacs français, des restrictions aux commandes publiques de matériaux médicaux de l'Union européenne, en réponse aux restrictions imposées par l'Union européenne sur des véhicules électriques fabriqués en Chine. On est en guerre commerciale ouverte avec la Chine, alors que s'approche d'ailleurs un sommet UE-Chine le 24 juillet. On est en discussion très vive avec la Chine. Je ne crois pas que ce soit la guerre commerciale. Ça ne peut pas être non plus la naïveté. J'étais à Pékin il y a à peu près un mois, où j'ai dit deux choses. Une sur l'Ukraine que vous avez évoquée. Il y a une proximité que nous comprenons entre la Russie et la Chine. Une solidarité. Il faut que la Chine utilise son influence, son poids, pour convaincre M. Poutine qu'il faut mettre fin à cette agression et retrouver les moyens d'une discussion diplomatique. Là, la Chine peut jouer un rôle très important. Et sur le commerce, je ne vois pas non plus l'intérêt de la Chine que d'utiliser, on voit bien les menaces, le cognac, nous y sommes attachés. J'ai dit à Pékin, vous faites une erreur, parce que vous attaquez un secteur traditionnel de l'agriculture française, qui fait partie du savoir-faire français, de la tradition française, et vous provoquez un problème politique qui est inutile et qui va compliquer tout le reste. Voilà. Maintenant, il faut que nous sachions, nous, définir nos intérêts stratégiques, névralgiques, européens, par nous-mêmes, indépendamment, et des Américains et des Chinois, par nous-mêmes et pour nous-mêmes, et imposer ces intérêts dans les négociations commerciales. Alors Michel Barnier, vous connaissez bien les Britanniques pour avoir été négociateurs du divorce, du Brexit. Les relations semblent se réchauffer entre Bruxelles et le gouvernement de Keir Starmer. Les relations s'améliorent aussi des deux côtés de la Manche, comme en témoigne la visite d'État d'Emmanuel Macron 3 jours à Londres. Elle a marqué le renforcement de la coopération en matière de défense. Est-ce que les Britanniques nous manquent beaucoup pour avoir une défense européenne cohérente ? La réponse est oui. Je pense qu'ils nous manquent et nous leur manquons. De toute façon, le Brexit reste un non-sens. Il n'y a aucune valeur ajoutée au Brexit. Mais c'était le choix souverain des Britanniques. Nous l'avons respecté, nous l'avons regretté. Et mon travail a été pendant 4 ans et demi d'organiser, si je puis dire, dans le meilleur ordre possible, ce divorce. Aujourd'hui, il est fait. Et j'ai regretté moi-même, au terme de cette négociation, qu'on n'ouvre pas certains chapitres que M. Johnson, à l'époque, a refusé d'ouvrir finalement sur la défense européenne, du continent européen, avec les Britanniques, sur la sécurité, la lutte contre le terrorisme, sur la coopération en Afrique. Mais il y a aussi d'autres sujets, les investissements que nous devons faire massifs sur l'intelligence artificielle, des questions sur les dépendances énergétiques de l'Europe. Voilà des sujets où nous pouvons, sans remettre en cause le Brexit, en préservant l'accord que j'ai négocier et la protection du marché intérieur, il n'y aura pas de cherry picking, il n'y aura pas de beurre et d'argent du beurre en même temps. Europe à la carte. En Allemagne, on dit danser dans 2 mariages à la fois. Non. En revanche, il y a plein de sujets sur lesquels nous avons un intérêt commun à coopérer. Et même si on regarde le monde tel qu'il est et tel qu'il va, dangereux, au Proche-Orient, la France et, par exemple, le Royaume-Uni ont des raisons de travailler ensemble. Nous avons une histoire commune, on peut avoir des rivalités communes dans cette région du Proche-Orient. Et aujourd'hui, nous aurions une responsabilité commune à travailler ensemble pour la sécurité d'Israël, pour la création d'un État palestinien et pour la stabilité de cette région. 2024, 37 000 personnes ont traversé la Manche à bord de petites embarcations, un chiffre en augmentation de 50% en 2025 entre la France et l'Angleterre. Les accords de lutte contre l'immigration illégale, ça ne marche pas du tout. Ça ne marche pas bien, parce que cette immigration augmente, parce que beaucoup de gens rentrent par toutes sortes de frontières qui sont parfois des passoires, frontières extérieures de l'Union européenne, et arrivent jusqu'à Calais et jusqu'aux rives de la Manche. Donc il faut à la fois une action européenne qui se renforce enfin avec le pacte asile et immigration au niveau des 27 pays de l'Union européenne. Et c'est une des raisons
pour lesquels des gens arrivent dans des conditions difficiles d'ailleurs et risquent leur vie jusqu'à la Manche. Et puis il faut une coopération bilatérale entre l'Union européenne d'un côté et le Royaume-Uni et entre la France et le Royaume-Uni. Alors, la présidence danoise de l'Union européenne a d'ailleurs mis la migration très haut dans son agenda. La social-démocrate Mette Frederiksen veut avancer sur l'externalisation des demandes d'asile et restreindre le pouvoir de la Cour européenne des droits de l'homme. Ça rappelle, Michel Barnier, quelques propos sur la question que vous aviez et qui avaient d'ailleurs suscité un certain tollé en Europe lorsque vous étiez candidat à la tête des Républicains. Commentaire? Non, je n'ai pas de commentaire. J'ai dit il y a 3 ans des choses assez claires sur certaines réglementations ou lois ou institutions européennes, la Cour européenne des droits de l'homme, parfois la Cour de justice, des contradictions qui nous empêchent de prendre des mesures parfois nationales de sécurité publique pour nous. À l'époque, il y a plein de gens qui ont cru utile de crier, de me reprocher d'être anti-européen, tout ça a été ridicule. J'ai simplement essayé de dire, il y a des problèmes, il y a parfois des contradictions entre les juridictions françaises et européennes. Il faut traiter ces problèmes, les traiter objectivement, parce que ce qu'attendent les citoyens, c'est qu'on règle les problèmes. Et l'immigration incontrôlée, c'est d'ailleurs une des raisons du Brexit. L'immigration incontrôlée est un des problèmes qu'il faut régler. Le Brexit n'a pas réglé ce problème-là, en l'occurrence. La présidente de la Commission, vous en parlez d'ailleurs dans votre ouvrage, Ursula von der Leyen, échappe à une motion de défiance le jeudi 10. Une procédure quand même rarissime qui porte sur ces échanges de SMS avec le PDG des laboratoires Pfizer pendant la pandémie de Covid. Comment vous jugez cet épisode ? Non, je ne vais pas franchement faire de polémique avec la présidente de la Commission. Vous avez parlé de sa dérive autoritaire. Non, je n'ai pas parlé de sa dérive autoritaire. C'était un titre de presse qui ne correspond pas à ce que j'ai dit. J'ai dit, constatant de l'intérieur, puisque j'ai été à la Commission européenne comme négociateur du Brexit pendant un moment, une année, elle était présidente elle-même, et plus longtemps avec M. Juncker, que j'observe depuis quelques années, depuis Romano Prodi, M. Barroso, Mme von der Leyen, une évolution qui n'est pas la bonne. Je crois qu'il y a de moins en moins de collégialité, de plus en plus de gestion présidentielle. Et plus la Commission restera un collège, mieux ça vaudra. Parce que la Commission, c'est un peu un collectif body, c'est peut-être un Premier ministre collectif qui fait le travail d'un Premier ministre européen qui n'existe pas. Mais ça vaut si chaque pays sans sa sensibilité ou sa différence être respectée par la Commission. On a besoin des nations pour combattre le nationalisme. Et on a besoin d'une commission qui soit collégiale en ce qu'elle est constituée de 27 personnalités personnalités fortes, parce que c'est ce qui prennent l'engagement de défendre l'intérêt général européen, je l'ai fait en prêtant serment devant la Cour de justice, mais qui sont aussi issus de chacun de leur pays et qui expriment une sensibilité qu'il faut prendre en compte. Le parquet européen a annoncé avoir ouvert une enquête sur le Rassemblement national, le parti de Marine Le Pen et Jordan Bardella. J'ai envie de dire après la condamnation, une première condamnation de Marine Le Pen, sur leur allié aussi d'extrême droite à Bruxelles, l'ex-groupe Identité et Démocratie, suspecté d'avoir indûment dépensé 4,3 millions d'euros entre 2019 et 2024. Cet argent du Parlement européen, il a servi à financer la montée de l'extrême droite radicale qui enfreint les règles ? La justice qui est saisie, le parquet diront ce qu'il en est de ces éventuels détournements. Ce que je veux dire, c'est que l'extrême droite française, comme d'ailleurs les autres mouvements d'extrême droite européenne, qui donnent parfois des leçons de morale à tout le monde, j'en ai reçu quelques-unes quand j'étais Premier ministre, elle doit respecter la loi. Et si elle ne la respecte pas, il est normal qu'elle soit sanctionnée. Vous mentionnez, Michel Barnier, dans votre livre, les encouragements de Donald Trump dans la salle des fêtes de l'Élysée, 4 jours après votre vote de censure. Vous précisez que vous êtes un ancien Premier ministre et qu'à 73 ans, vous n'êtes pas sûr de poursuivre votre carrière politique. Cela n'empêche rien, vous répond-il. Moi, j'en ai 78 et puis vous êtes grand, vous êtes solide, vous vous tenez droit. Il faut continuer. Donc, vous gardez peut-être une amertume certaine d'une mention de censure du 4 décembre dernier, mais pas au point de renoncer à la politique. Vous allez suivre les conseils de Donald Trump ? D'abord, je ne fonctionne pas avec de l'amertume, ni avec de la nostalgie.
C'est pas mon tempérament de montagnard. J'ai des souvenirs de cette motion de censure, de l'irresponsabilité du Parti socialiste, de l'extrême droite et de l'extrême gauche qui baissent le pouce ensemble et qui mélangent leurs voix contre toute logique, une sorte d'alliance des contraires. Chacun devra d'ailleurs rendre des comptes un jour devant les citoyens. Donc j'ai pas d'amertume. J'ai des souvenirs de gens qui n'ont pas été à la hauteur. Alors que le pays est dans une situation très grave et qui s'aggrave, un déficit insupportable, ce qui fait peser un poids irresponsable sur les générations futures, et c'est la même chose pour l'écologie. Donc je garde ce souvenir et ce moment très grave. Pour le reste, vous ne mettez pas vos idées en retraite. Je suis avec mon Vous avez tempérament. soutenu déjà le vainqueur Bruno Retailleau dans la récente course à la tête Oui, je des participe au débat politique dans ma famille politique qui a un rôle important à jouer. Aujourd'hui, avec Bruno Retailleau qui en est le président, et j'en suis heureux, avec tous les gens qui ont travaillé avec moi comme Premier ministre, les gens des différents mouvements centristes et d'autres encore, parce qu'il faudra élargir. Et je reste présent et je vais rester présent dans le débat politique avec ma conviction aussi longtemps que je garderai la même capacité de m'indigner et de m'enthousiasmer. Est-ce que la France, finalement, c'est un pays qui, dans l'Europe, pèse de tout le poids qu'elle mérite ? Non. Non, l'influence française a diminué depuis une douzaine d'années, en partie parce que on ne peut pas influer, entraîner les autres si on ne règle pas nos propres problèmes. Et personne ne viendra régler à notre place la question de la dette ou de la compétitivité française, ou du poids des normes et des règles qui freinent, qui encerclent toutes les initiatives et toutes les énergies. Vous regrettez le pacte vert, par exemple ? On est en train de parler du détricotage du pacte vert nécessaire. Je regrette quelquefois qu'à Bruxelles, comme à Paris, une sorte d'idéologie verte ou pas ait accumulé et empilé des règles, des normes que les gens ne comprennent pas. Vous ne réglez pas la question de la position agricole contre les paysans, vous ne réglez pas la question de la position industrielle contre les entreprises, vous ne réglez pas la question de la position automobile contre les citoyens. Donc il faut faire avec. Et oui, j'ai toujours été engagé, vous le savez, sur les questions d'écologie, d'une écologie humaniste et concrète, mais pas idéologique. Et donc je regrette qu'il y ait une sorte d'inflation normative à Bruxelles avec le pacte vert, en France aussi, qui a accumulé les règles au point que toutes les énergies positives qui sont très nombreuses dans notre pays, partout, en hexagone, outre-mer, chez les Français et l'étranger, ces énergies soient bridées, freinées, alors qu'il faut les libérer. C'est ça l'enjeu des prochaines élections présidentielles. Merci Michel Barnier d'avoir été notre invité aujourd'hui. Je rappelle que vous venez de sortir Ce que j'ai appris de vous, chronique pour demain, chez Kalman Levy, et vous étiez notre invité sur France 24 et Radio France Internationale. Restez sur nos deux antennes, l'actualité continue.